Bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode de Sic Transit Gloria Mundi. Mon cher frère, comment vas-tu? Ça va, bonsoir à tous, ravi de vous revoir après une pause d'été assez longue. Assez long, oui, c'est vrai. Et plein d'aventures, enfin surtout de ton côté. J'aimerais bien que tu me racontes un Ouais. peu les différentes choses que tu as faites, parce que ça m'a inspiré pas mal de questions. Moi, je pense que j'aurai aussi l'occasion de partager quelques observations de ces derniers mois qui me tardent il me tarde d'avoir ton avis, mais aussi de les partager avec tout le monde. Qu'est-ce que j'ai fait d'intéressant cet été? J'ai fait deux choses. D'abord, je suis parti avec un copain, un bon ami, euh, à travers l'Allemagne et jusqu'au Danemark en train. Et on a pris un train de Lille à Cologne, puis de Cologne à Hambourg, on s'est arrêté à Cologne, à Hambourg, et ensuite un autre train jusqu'à Copenhague. Et le fait de voyager en train à travers l'Europe, on est habitué en France avec les TGV, mais en fait on se rend compte des distances qui sont quand même importantes, puisque alors c'est peut-être lié au train, au système ferroviaire allemand qui est moins rapide pour des raisons géographiques, hein, pas technologiques évidemment, parce que l'Allemagne est plus dense, il y a des villes partout, donc les trains s'arrêtent souvent. Mais Cologne-Hambourg, c'est 5 heures de train, et Quand tu dis Hambourg. géographique, c'est pas du tout topologique, hein, c'est plus géographie humaine. Il y a plein de Oui, choses en géographie, fait. ouais, c'est la géographie physique, enfin géographie humaine, les villes en particulier, donc la densité. En France, tu peux avoir des TGV qui font Lille-Lyon en 3 heures, parce qu'en fait, le train n'a pas vraiment de raison de s'arrêter. Il passe pas par Reims, ni par Dijon. Euh, Oui, il oui, contourne exactement. Oui. Paris. Là, en Allemagne, quand tu fais Cologne-Hambourg, bah, tu vas traverser toute la Ruhr. Donc tu t'arrêtes à Wiesbaden, Dortmund, enfin, vraiment toutes ces grandes villes qu'on connaît là. Et puis donc il met 5 heures pour faire 300 kilomètres. Ah oui, à ce Et point. ouais, il s'arrête, c'est vraiment. Et il n'y en a pas vraiment. Et c'est un ICE, donc ICE, c'est le TGV, c'est pas un tortillard, c'est un train moderne, Oui. mais en fait, il avance pas. Et c'est pareil entre Hambourg et Copenhague. Bon, outre évidemment ce choix du voyage en train que j'avais fait pour tester une autre impression de voyage, on a fait le retour de Copenhague à Paris en avion, c'est 1 heure et demie en avion, mais en train, Mhm. c'est extrêmement long. Et donc, à chaque fois, ça te prend une demi-journée, mais ça te permet d'apprécier la distance. Tu vois, tu pèses, tu sens la distance du voyage. Et puis, ce sont des villes aussi, pourquoi j'ai choisi d'aller là-bas, des villes où on ne va jamais. Enfin, Copenhague, c'est C'est peut-être vrai, une ville où peut-être. il y a plus. Ouais, une ville où on fait des week-ends, enfin, tu vois, les Mhm. city breaks, là, comme ça a été inventé à partir du moment où les compagnies aériennes bon marché se sont installées, les EasyJet et les Ryanair. Oui. Mais qui va à Cologne, qui va à Hambourg, personne. Enfin, personne. C'est pas une destination de voyage. Peut-être que des élèves y sont allés en échange autrefois quand les gens apprenaient l'allemand. Les élèves français faisaient de l'allemand, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Peut-être des étudiants parfois, mais et ce sont des grandes villes, hein. C'est quand même Cologne, c'est la grande ville. Enfin, c'est Cologne et Hambourg, c'est les villes numéro 2 et 4 de l'Allemagne. Tu vois, c'est des très grosses villes. Oui, moi mon associé il a longtemps étudié en Allemagne, enfin à l'école. Il a beaucoup d'amis là-bas et très souvent une de leurs destinations préférées pour passer du bon temps, pour se retrouver entre amis, c'est Hambourg justement. Et ça a excellente réputation alors que moi je suis jamais allé personnellement. J'ai pas vraiment l'impression que c'est une carte qui est une ville qui est sur les radars des gens qui sont pas allemands. Ouais, exactement, et c'est pour ça que c'est une raison pour laquelle je veux y aller. Alors, ce qui était amusant, c'était alors, on a fait une première étape à Bruxelles. On a fait Lille-Bruxelles, et puis à Bruxelles, on Oui, a pris un train pour Cologne. Évidemment, tu sors de la gare de Bruxelles. Bruxelles midi, c'est ça? Bruxelles midi en plus. Ouais. En plus, c'était jour de marché. Enfin, c'était le Maroc, quoi. Euh, et on est arrivé à Cologne, donc on est arrivé un peu tard, la cathédrale était fermée, mais on a pu visiter le musée Römisch Germanisch, donc le musée d'histoire romaine de l'Allemagne.
qui était très intéressant. Et puis le soir, on allait se promener, il faisait beau, sur la Rheinpromenade, donc un parc qui est le long du Rhin, et voilà, qui est très, très prisé le soir, très agréable, Sur bien la arrangé. rive gauche, c'est ça? C'est la rive gauche du Rhin, oui, c'est ça. Cologne, c'était la capitale de la province germanique, enfin, de la Germanie romaine. C'était le front, enfin, il y avait un pont qui traversait le Rhin à ce moment-là, et de l'autre côté, il y avait un fort, mais l'Empire romain Ah oui. s'arrêtait rive gauche du Rhin, donc côté français, à l'ouest. Euh, puis c'est une ville avec une cathédrale extraordinaire, j'en dirai un mot juste après. Mais ce soir-là, on s'est retrouvé donc sur cette Rheinpromenade, soir d'été. Alors peut-être que Cologne avait été vidée de ses habitants allemands parce que c'était l'été, mais il y avait beaucoup de monde. Mhm. Les seuls Européens, à part nous, enfin les seuls physiques européens, clairement, Europe occidentale qui étaient là, c'était juste à côté de nous, euh, c'était des, c'était des Russes. Et il n'y avait pas un Allemand, que des Moyen-Orient, Maghreb, Afrique, Asie du Sud. Enfin, c'était, ça me faisait frémir de voir l'Allemagne complètement avec une population qui a été complètement, visiblement a été remplacée. Alors peut-être que les Allemands normaux ne vont pas là, mais enfin c'est quand même les Allemands aiment bien marcher le soir, aiment bien marcher. Il y a un beau parc qui a été arrangé pour eux. Pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas là? Alors, peut-être parce qu'il y a beaucoup d'immigrés, mais dans ce cas-là, beaucoup d'étrangers. Voilà, dans ce cas-là, voilà, j'ai la réponse à ma question. Sinon, c'était vraiment un spectacle triste, quoi, de se rendre compte de cette, de toucher, enfin de voir. C'était comme si on était gare du Nord à Paris, tu vois. Mais sauf que quand tu vas te promener aux Tuileries ou dans un parc à Paris ou sur les bords de Seine, t'as pas 90% d'étrangers. Enfin, si c'est Oui. des étrangers, c'est des touristes, mais je veux dire, c'est pas des immigrés locaux, c'est pas des Gastarbeiter, enfin des migrants, Asylanten, comme on dit en allemand. Mhm. Voilà. Donc ça, on est, le lendemain matin, on a visité la cathédrale. Alors la cathédrale de Cologne, hein, tout le monde connaît ces deux grandes tours noires qui ont été Mhm. finies à la fin du 19e. Mais l'intérieur de la cathédrale de Cologne, le volume de la cathédrale de Cologne, c'est 2 fois le volume de la cathédrale d'Amiens, qui est déjà la plus grande cathédrale gothique de France, en volume. Ah C'est pas la plus haute, enfin quasiment la plus haute. Elle fait 2 fois, c'est 2 fois Notre-Dame en volume, Amiens. C'est oui. absolument gigantesque. C'est déjà, je l'ai vu il y a quelques mois en rentrant enfin, j'avais fait une petite halte rapide comme ça un soir fin d'après-midi à Amiens. J'avais déjà été ébloui par la cathédrale d'Amiens, par sa taille, par sa dimension, sa beauté. Mais alors, Cologne, c'est 2 fois ça, quoi. C'est Mhm. vraiment. Mais en même temps, ce qui est amusant, c'est que ça n'a rien d'originalement allemand. Tu vois, ce n'est pas allemand, c'est pas de l'architecture Oui. allemande, c'est de l'architecture française. Parce que Mhm. le gothique, c'est une invention, une invention du nord de la France et qui a été, par un projet au XIVe siècle, commencé en 15e, peut-être 14e, 15e en Allemagne, à Cologne, et puis qui a été terminé très très tard au XIXe siècle, et qui aujourd'hui trône là. Enfin, je crois qu'elle a été très abîmée pendant la guerre, mais ça se voit évidemment presque plus. Et tu es en train de Voilà. dire que la France devrait réannexer jusqu'à la rive gauche du Rhin? Ah, ça c'est une de mes marottes de géopolitique. Tu sais, si jamais l'Allemagne demande à bénéficier du parapluie nucléaire français, ben pour moi, il faut négocier en échange l'annexion de la rive gauche du Rhin, de la Belgique et de la rive gauche du Rhin jusqu'à Rotterdam. Hein. Mhm. Tu vois, c'est vraiment. Je réalisais le jour d'ailleurs que si la France avait connu, on l'a peut-être mentionné déjà, enfin, bon, je le répète, si la France avait connu le même taux de croissance démographique que le reste de l'Europe occidentale au 19e et 20e siècle, on serait aujourd'hui 210 millions de Français, je crois. Donc t'imagines, la France, la France est un géant démographique, et donc avec une population pareille, il est naturel que la France, les frontières de la France auraient été effectivement poussées beaucoup plus à Oui. l'est, un peu plus au sud probablement, sans doute des tas de bouts de l'Italie
Enfin, en tout cas, Outre, oui, au-delà des sommets, tu veux dire. ouais, c'est ça, au-delà des sommets. Bon, bref. Ensuite, on a pris le train, on a pris le train pour Hambourg. Et là, Hambourg, tout à fait différent de Cologne. En tout cas, pas du tout Ah cette oui. impression de grand remplacement, de remplacement de Certainement population. la raison pour laquelle mon associé effectivement va là-bas et pas à Cologne. Ouais, c'est étonnant en même temps parce que c'est une ville portuaire, donc une ville d'échange, une ville C'est vrai. d'industrie. C'est un très grand port, majestueux, très beau à voir d'ailleurs. On a visité. On a pris une de ces petits bateaux qui te fait visiter. Donc on est sur l'Elbe, hein, qui est le grand fleuve qui est là. Et puis le port est dans l'Elbe, à Hambourg, qui est assez loin de la mer. Tu vois, tous ces ports européens comme Anvers sont loin de la mer. Il y a un estuaire. Bon, Hambourg c'est pareil, Brême c'est pareil. Mhm. Voilà. Et puis là, tu vois les porte-conteneurs, des trucs, mais c'est des bateaux qui font 350 mètres de long. C'est plus grand que des porte-avions. C'est des Ah oui. monstres. C'est magnifique, c'est un émerveillement. Donc, il faut prendre il faut visiter un port quand on est dans un grand port. Il faut prendre un petit bateau et aller faire une petite croisière. Et alors, tu te balades au pied de ces immenses bateaux que tu ne vois qu'en photo ou alors de très loin quand tu es au Havre ou quand tu es Mhm. sur une plage dans le nord de la France ou dans le nord de la Belgique et que tu vois les grands bateaux qui traversent la mer du Nord. Mais les porte-conteneurs, quand tu es au pied de ces trucs-là, c'est une merveille. Et il faut se rendre compte aussi comme ça a révolutionné le commerce mondial, le commerce international. Et ça a révolutionné aussi Hambourg. Parce qu'en fait, Hambourg, au XIXe siècle, a construit des docks magnifiques, extrêmement grands, sur toute une partie. Et ces docks, au moment de l'invention du conteneur, donc dans les années 50, 60, je crois, 60, et de son développement dans les années 70-80, tous ces docks qui servaient, en fait, qui étaient construits pour pouvoir lever avec des petites grues, des petites caisses, des petits sacs, euh, et pas des quelques palettes. Il y a un fond sonore qui est peut-être chez toi, ou alors c'est chez moi, je sais pas. Euh, Espèce de souffle. Euh, et donc ces docks ont été abandonnés et ils ont été rénovés, restaurés en tout cas. Tout le quartier a été en partie rasé et donc ils ont construit des immeubles nouveaux et puis en partie conservé tous ces docks qui ont été transformés en bureaux. Il y a encore quelques entrepôts, des marchands de tapis principalement. Il y a un musée maritime fabuleux. Il y a la célèbre philharmonie de Hambourg qui a été la philharmonie sur l'Elbe qui a été inaugurée il y a quelques temps, qui est un bâtiment que moi j'aime pas tellement, mais qui est un monument, un nouveau monument pour Hambourg, qui marque assez le paysage et qui attire les touristes. Et puis tout le centre de la ville qui est magnifique. Hein. C'est une ville pleine d'eau, pleine de canaux. La Venise de l'Elbe, et qui a beaucoup de charme. Vraiment, c'est très agréable. Alors bon, on n'y bouffe pas très très bien. C'est l'Allemagne. À Cologne non plus, on n'a pas très bien mangé. Mais bon, voilà, c'est sympathique de manger un bretzel et de boire de la bière. C'est à peu près ce qu'ils savent faire de mieux. Euh, et, euh, et voilà, je suis vraiment tombé sous le charme de Hambourg, dont je recommande la visite vivement. Et à nouveau, on se pose la question quand on voit ces ports de l'Europe du Nord, de se dire c'est encore une immense occasion ratée pour la France qui avait tellement Ah, ben enfin, qui oui. géographiquement était si bien placée, de s'être fait par sa propre faute, hein, de s'être fait couper l'herbe sous les pieds par ces gens un peu plus pragmatiques. Oui, alors Hambourg, je sais pas si Hambourg dessert, si Hambourg est un concurrent du Havre, par exemple, ou de Dunkerque. Zeebrugge, Anvers, certainement, Rotterdam aussi. Mais tu vois, Hambourg, géographiquement, dessert la- le nord de l'Allemagne, tu vois. Enfin, c'est le débouché naturel des industries, enfin du commerce, des manufactures allemandes. Euh, Le Havre, moins. Rotterdam l'est aussi, parce qu'il y a par le Rhin pour les Allemands. Alors c'est l'œuf ou la poule, hein. Est-ce que c'est parce qu'il y a ces ports que ces coins-là se sont développés? Moi j'ai tendance à le penser.
ou est-ce que c'est pour s'en développer parce qu'il y avait des industries? Je- Bon, il y en a un Mm. peu des deux sans doute, mais je pense que c'est surtout la première. Tu sais qu'une des raisons principales pour lesquelles Mais attends, mais là, j'ai l'impression que tu parles surtout d'export, alors que moi, j'ai l'impression que ces ports servent quand même bah, c'est les pour... deux, ils servent aux deux, bien sûr. Ils servent aux deux, mais pour pouvoir importer, il faut pouvoir exporter. Pour pouvoir acheter des choses, il faut pouvoir en vendre. Les bateaux repartent pas à vide. S'ils Oui, déposent oui. quelque chose, à Hambourg, à Rotterdam ou au Havre, ils repartent avec quelque chose. Surtout les porte-conteneurs, parce que bon, les minéraliers sans doute non, les bateaux minéraliers, mais les porte-conteneurs qui peuvent transporter à peu près n'importe quoi, des Rolex jusqu'à des téléviseurs, en passant par des voitures. Enfin, encore que les voitures ne soient pas transportées en conteneur, mais bon, disons des motocyclettes. Tout ça, ça repart dans l'autre sens, quoi. Enfin, il y a des allers-retours. Oui, je serais curieux de savoir d'ailleurs quel est le taux de remplissage au retour. À mon avis, il est très fort. L'Allemagne Ouais. exporte, surtout l'Allemagne, exporte énormément. Tu sais qu'un de ces bateaux, c'est les plus grands porte-conteneurs là, donc ceux que j'ai décrivais, que j'ai vu, qui font 350 mètres de long, ils peuvent transporter jusqu'à 6 000 ou 7 000 conteneurs de 40 pieds. Alors les 40 pieds, c'est les plus longs, c'est ceux qu'il y a sur c'est un semi-remorque, ceux qu'on porte sur les camions. Enfin, il y a des plus courts, des 20 pieds qui sont également portés sur les camions, mais un peu plus courts. On voit bien la différence. Donc les 40 pieds. 6 000 conteneurs de 40 pieds. C'est un volume dont on n'a pas idée jusqu'à ce qu'on soit au pied de ce truc, jusqu'à ce qu'on soit au pied de ces bateaux. Et, tiens-toi bien, bon, il met environ 35 jours à faire Hambourg-Shanghai, ou Singapour, enfin Shanghai c'est un peu plus long, 35 jours, et ils sont déchargés en 24-48 heures, à toute Mm. vitesse. C'est l'efficacité, le génie humain, l'adresse, enfin l'inventivité de ceux qui ont conçu ces trucs-là et qui les manipulent, c'est remarquable. Tu voyais à chaque fois que j'ai vu à Shanghai, ce sont des robots qui maintenant transportent les conteneurs, tu vois, c'est cette espèce de chevalet qui porte les conteneurs avec des roues. Mhm. C'est dingue. Les grues qui les débarquent à toute vitesse. Et puis en plus, ensuite, tu dois les stocker. Donc tu as des aires de stockage gigantesques, couvertes de conteneurs, que tu vois sur les ports aujourd'hui, avant d'être chargés sur des trains ou des camions. Mais je voulais faire une parenthèse. Hein. Oui. C'est justement l'existence de ports et de rivières navigables. C'est ce qui fait, c'est la base de la prospérité des nations, des zones géographiques. La partie de l'Asie qui s'est bien développée, c'est la partie en Chine par exemple. C'est parce qu'il y a des longs fleuves, c'est parce qu'il y a des ports en eau profonde où les bateaux peuvent rentrer et accoster à l'abri. Et surtout de l'eau qui coule toute l'année. Je vais y venir. En Europe, c'est pareil. La quantité de fleuves navigables en Europe est gigantesque. Et à chaque fois, tu as des ports, et donc tu es capable de pénétrer profondément dans le continent avec Mhm. des marchandises lourdes, par bateau. Jusqu'à ce qu'on invente évidemment les voies ferrées, et puis ensuite les routes et les camions. Mais la base, c'était le transport sur la mer ou l'eau douce. Et un pays qui ne sait pas enfin une zone continentale à qui justement il manque des fleuves navigables à part un et des ports, c'est l'Afrique. Et la seule zone de l'Afrique qui s'est développée, où il y a une civilisation brillante et qui a survécu et forte densité de population, c'est l'Égypte. Parce qu'il y a le Nil, parce qu'il y a la rivière. Non seulement elle irrigue, évidemment, les cultures, mais aussi elle permet de transporter et de circuler. Et si on réfléchit, en Afrique, il y a des grands fleuves, le Congo par exemple, ou le Zaïre, je ne sais plus comment ça s'appelle, le fleuve Zaïre ou le fleuve Congo, euh, il n'est pas navigable. Très vite, il y a des cataractes, je crois. Tu rentres un tout petit peu et ensuite tu es bloqué au bout de 30, Mhm. 50 km par des cataractes. Je ne connais pas Infranchissables. trop. Il y a aussi le Zambèze qui est assez grand, non? Pareil, le Zambèze n'est pas navigable. Le Niger, le problème du Niger, c'est que, j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'il n'est pas navigable toute l'année. Il est navigable Euh, quelques fois dans l'année, quand il y a selon les pluies. Et attention, sur la saison des pluies,
Et attention, si tu engages un bateau et que soudain la saison des pluies se cesse trop vite, eh ben ton bateau est bloqué, et donc c'est très risqué, très embêtant de faire circuler des marchandises sur le Niger. Le Niger n'est pas navigable, en gros. Euh, et puis à part ça, bon, il y a le fleuve Sénégal, mais il est tout petit. Je ne suis pas sûr qu'il soit très navigable. Et puis ailleurs, ben, qu'est-ce que tu as? T'as pas d'autres fleuves. Il n'y a pas de fleuve en Afrique de l'Est, il n'y a pas de fleuve. Bon, à part le Zambèze que tu évoquais là, mais qui doit arriver au Mozambique. Et donc c'est une des raisons du sous-développement commercial de l'Afrique, et donc commercial et donc économique, pendant très très longtemps. Et ce qui fait que d'ailleurs les seules marchandises qu'on pouvait transporter, c'était des marchandises extrêmement qui avaient beaucoup de valeur et qui étaient très petites. De l'ivoire, de l'or et des esclaves. Ouais. Et c'était les seules marchandises qu'exportaient, qu'on allait chercher en Afrique. Parce que le reste, tu pouvais pas. Il n'y avait pas de... sans fleuve, tu peux pas transporter du bois, tu peux pas transporter des minerais, tu peux pas transporter du blé, des grains, des céréales, quoi. Donc c'était un gros problème pour l'Afrique. Enfin bref. Ensuite, on est allé à Copenhague. C'est cet économiste américain noir qui explique ça. Comment il s'appelle déjà? Thomas Sowell. Thomas Sowell. C'est lui qui explique ça. Vraiment, c'est une remarque très judicieuse, une remarque géographique très judicieuse. Et puis ensuite on est allé à Copenhague. Alors là, Copenhague, c'est magnifique, c'est très beau. Il y a beaucoup de choses à voir. C'est en été. Alors bon, le climat de l'été de ces villes, c'est entre 17 et 20 degrés, quoi, hein, au mois d'août. Hein, c'est d'ailleurs ce qui rend la ville très agréable à visiter parce qu'il fait pas trop chaud. Et donc je reviens à mes notes démographiques sur Cologne, après Cologne, Oui. Hambourg. Copenhague, Copenhague, c'est 99,95% de Danois. Il n'y a pas, en tout cas, invisible à Copenhague, invisible au point que pour paraphraser un compte Twitter, enfin un compte sur X qui s'appelle Drukpa Kunli, le test du McDonald's, quand il visite des pays ou des villes, il fait toujours le test du McDonald's pour savoir, il va dans un McDonald's et puis il regarde quelle est la nationalité, quelle est la race du personnel. À Copenhague, à l'aéroport de Copenhague, les bagagistes, ceux qui font ceux qui font passer les contrôles de sécurité, c'est tous des Danois. Ceux qui sont dans les cafés de l'aéroport, où tu peux acheter un sandwich, c'est tous des Danois, des étudiants. Il n'y a pas un Africain, à la différence de Roissy, par exemple. Roissy, tu as des Africains partout, qui servent, C'est qui curieux sont parce qu'il y a employés. quand même une certaine population du Sri Lanka au Danemark. Oui, elle n'est pas dans les métiers de service, en tout cas on ne les voit pas dans les Ouais. métiers de service, ou alors de façon très, tout à fait anecdotique. Mais Il y a après, en pas... masse, je sais pas effectivement quelle serait Il y a beaucoup d'immigrés au Danemark, hein, et il y a eu un programme récent qui a eu quelques publicités dans les journaux occidentaux où le gouvernement danois, socialiste d'ailleurs, a proposé 30 000, l'équivalent de 30 000 euros, parce qu'ils n'ont pas d'euros au Danemark, 30 000 euros à des immigrés pour rentrer chez eux. Je crois qu'il y a eu 5 000 personnes qui ont accepté, qui ont pris le deal. Hein. Les gens n'ont pas, ça n'a pas bien marché ce programme de rémigration volontaire. Donc il doit y avoir des immigrés, mais alors ils ne sont pas à Copenhague. Et s'ils ne sont pas dans la grande ville de Copenhague à faire les services, à faire le commerce, les petits métiers, les balayeurs, je ne sais pas où ils sont. Oui, effectivement. Et donc c'est très étonnant. Bon, toi quand tu vas en Pologne, j'imagine que tu fais même plus attention. Parce que... Justement, je fais attention parce que ça change quand même Ah, pas mal. ouais, vas-y. Et justement, le test du McDonald's, je me souviens de l'avoir fait à Varsovie c'était il y a 1 an. Alors bon, c'est particulier, c'est Varsovie, mais c'était effectivement
incroyable changement en fait. Dans ce McDonald's-là, en tout cas, il y avait pas de Polonais. Il y avait alors, soit des Ukrainiens ou des Biélorusses. La clientèle ou les... Non, les services. Ah oui, ok. Et puis d'où est-ce qu'ils venaient? Difficile. Pas vraiment des Noirs, mais plutôt d'Asie, d'Inde, beaucoup aussi du Caucase. Enfin, en tout cas, c'est incroyable comme Varsovie a changé de ce point de vue-là. Il y a vraiment, vraiment maintenant, je trouve, beaucoup d'immigrés extra-européens. Et c'est quand même assez. Enfin, de mon point de vue, j'ai un peu l'impression ils ont fait un peu ce que fait la France, ce qu'a fait la France dans les années 70. C'est-à-dire donc le gouvernement, je pense que j'avais déjà expliqué un peu mon analyse sur ça, c'est que les mesures qui ont été prises par le gouvernement précédent, donc droit et justice, qui est donc soi-disant droite populiste. Je dis soi-disant parce que ces mesures sont en fait principalement de donner de l'argent pour chaque enfant, qui était au début 500 zloty, donc 120 euros par mois, et puis c'est passé maintenant à 800 parce qu'ils ont une grosse inflation, donc 200 euros. Et ce qui, soyez en passant, est équivalent à ce qu'on reçoit en Suisse par enfant. Alors, c'est pas énorme, mais c'est quand même assez drôle que ce soit le même niveau. Et ça a énormément contribué à sortir du marché du travail beaucoup de Polonais justement assez pauvres, pour qui ça valait plus la peine. Et c'est, d'après ma compréhension, un peu le même phénomène qu'il y a eu en France, et qui a fait qu'après pas mal d'années, les gens se sont retrouvés sans main-d'œuvre peu qualifiée et ont demandé. Enfin, il y a eu cet appel d'air depuis le Maghreb pour justement essayer de- d'aider le marché du travail en France. Et en Pologne, ils viennent de faire exactement la même chose, c'est je dirais 5-7 dernières années. Alors ça a été aussi pas mal chamboulé par l'arrivée évidemment d'Ukrainiens en masse, les 4 millions, mais c'est pas du tout négligeable. Et je suis un peu sceptique sur ça et je sais pas j'ai pas vraiment eu de discussion avec les Polonais même sur comment est-ce qu'ils le voient, mais moi je sais pas comment est-ce qu'ils vont réussir à les intégrer ces gens et tous les chauffeurs de taxi, notamment de Uber et des plateformes Bolt, etc. à Varsovie sont étrangers. D'ailleurs, ils parlent même pas polonais, principalement russophones ou alors géorgiens, etc. Et puis beaucoup d'Indiens en fait qui arrivent maintenant. C'est un peu le deuxième niveau. Et c'est pas négligeable, je trouve. Et notamment comme la Pologne a un des taux de natalité les plus faibles, et je pense que ça aussi, ça doit les inciter à ouvrir justement les vannes. Alors, par ailleurs, c'est un peu paradoxal, mais ils se battent essentiellement avec la Russie sur la fameuse histoire des migrants en fait. Donc la Russie et de mèche avec la Biélorussie s'amusent depuis déjà 2 3 ans à faire venir plein de migrants et à les faire passer à la frontière, juste à côté de là où moi je vais, justement, à la frontière biélorusse. Et puis maintenant, par la Lituanie, ils font ça, ou la Lettonie, enfin, probablement un peu partout. Et ils envoient des vagues et des vagues et des vagues, et ça pose énormément de problèmes aux Polonais. Et donc ils ont construit un grand mur sur toute la frontière polonaise, etc., pour essayer de les empêcher, et ça leur coûte assez cher. Mais bon, évidemment, comme toujours, on m'a parlé aussi de passeurs, des Polonais qui se mettent en fait dans les affaires de commencer à récupérer ces migrants et en échange de finances, essayer de les faire avancer vers l'ouest. Donc c'est un peu curieux parce qu'on pourrait se dire justement, puisqu'ils font venir tant de personnes pour travailler, pourquoi ne pas garder aussi ces migrants-là? Ça, j'ai pas vraiment de réponse. Mais en tout cas, c'est assez net. Et évidemment, dans les campagnes, ça s'observe pas. Et d'ailleurs, mon observation sur l'Allemagne, c'est que c'est quand même, ouais, il y a une énorme population, mais c'est aussi un pays dans lequel
j'ai l'impression que les gens rapidement se réfugient à la campagne en fait quand ils commencent à construire des familles, etc. Et peut-être que c'est aussi quelque chose que qu'on voit moins. Enfin, tu parlais de Cologne. Peut-être que ça laisse à ces grandes villes en fait des populations très justement cosmopolites, où en fait à la campagne on va retrouver les familles. Je dis ça parce que c'est quelque chose que moi j'observe aussi très fortement en Suisse. Dès que les gens commencent à fonder des familles, ils partent vers les campagnes qui sont, vu en fait l'éclatement des entreprises, enfin le fait que les industries soient aussi dans les campagnes, en Allemagne et en Suisse, ça facilite en fait l'installation de gens et la décentralisation. Je ne sais pas si ce phénomène s'observe autant en France. Non, non, non. En France, il y a du white flight, hein, clairement. Enfin, je le vois ici dans la métropole de Lille. Les campagnes, enfin, dans toutes les villes qui sont autour de Lille, dans toutes les directions d'ailleurs, que ce soit vers le sud, vers l'est, vers le nord, Mhm. non, parce que enfin, c'est la Belgique. Enfin, encore qu'il y ait des Français qui aillent s'installer en Belgique, et pas pour des raisons fiscales, hein. Euh, et puis vers Dunkerque aussi, vers l'est, vers l'ouest surtout, vers la Flandre. C'est du white flight. Ce sont les populations blanches qui quittent les quartiers de la métropole où il y a trop d'étrangers, où ils deviennent eux-mêmes étrangers et ils n'aiment pas ça. Et je ne sais pas si c'est aussi un phénomène de white flight en Suisse, dans les petites villes qui entourent les grandes villes suisses comme Zurich ou Bâle. Mais ici, c'est certainement le cas. Ça, je le crois certainement. Oui, je pense que c'est un phénomène qui est composé en Suisse, bon, principalement du coût de la vie, des appartements. Oui, alors Ça, en France aussi, oui, à Lille aussi, bien sûr. ouais. Et certainement la première motivation. Mais j'aurais tendance à dire que c'est aussi faisable. Alors en Allemagne, c'est un peu plus difficile pour moi de juger de la densité du réseau des transports, mais en Suisse, c'est aussi beaucoup plus faisable parce que justement tout est si bien connecté sans qu'on ait forcément besoin d'avoir une voiture, enfin, sans être complètement dépendant de la voiture. Parce que moi, mon image en fait de la fuite à la campagne en France, c'est c'est de se retrouver à faire des kilomètres et des kilomètres tous les jours pour essayer d'aller chercher à manger, de conduire les enfants à l'école, etc. Alors qu'ici, en Suisse, c'est vraiment très différent de ce point de vue-là. Tout est très, très organisé de façon locale. Et puis on peut ensuite facilement se déplacer grâce au réseau de bus, de trains, etc. Et donc on se sent beaucoup moins isolé au-delà du fait que le pays soit petit. Et en Allemagne, peut-être que c'est un peu ce même style. C'est un peu difficile pour moi d'en juger. Ouais, je sais pas. L'Allemagne, il y a quand même des régions très différentes selon les coins, et donc je sais pas trop. Et à propos de ça, il y a quand même, je voulais quand même faire une remarque sur cette opération là en Angleterre comment dire, de patriotes qui se réveillent là ces dernières semaines. Je sais pas si tu as suivi le fait qu'ils s'amusent je sais pas à quel point, quelle est l'ampleur, mais qu'ils s'amusent à mettre des drapeaux de l'Angleterre, pas du Royaume-Uni, sur les réverbères de façon massive pour essayer de marquer un peu le territoire et d'essayer de rappeler aux Anglais qui ils sont. Parce qu'en Ouais. Angleterre aussi, c'est quand même très très fort, hein, le fait que les villes soient pleines d'immigrés et les Ah campagnes, oui. au contraire, très protégées. Oui, alors bon, évidemment, l'Angleterre est aussi un pays qui est très varié et il ne faut pas confondre le sud de l'Angleterre avec le nord de l'Angleterre. Le sud de l'Angleterre, c'est effectivement Londres principalement. Londres qui n'est plus que à 30 ou 35% anglais, peuplé d'anglais, tout le reste ce sont des étrangers. Pas seulement des Caribéens, des Indiens ou des Pakistanais, hein, mais également
des étrangers européens, enfin blancs. Ouais, la particularité en Angleterre, ça m'a toujours un peu étonné, c'est que dans leurs statistiques ethniques, ils mettent white British par opposition à d'autres continentaux, je sais pas quoi, ce qui enfin, intuitivement c'est pas exactement comme ça que je le verrais. Et d'ailleurs, une des raisons qui m'a marqué, c'est que je discutais avec mes voisins ici suisses, donc et on parlait un peu des étrangers, etc. Et dans la commune, dans la village juste à côté d'une autre, je disais, ah, ben là-bas, il y a plein d'étrangers, c'est vraiment très difficile à vivre. Et puis, je leur disais, bah, ici aussi, il y en a plein d'étrangers, regardez-moi, le voisin d'en face, il est allemand, celui du dessous, il est italien. Ah non, non, mais vous n'êtes pas étranger. et, et dans leur tête, c'était absolument clair que en fait, un étranger, c'est un extra-européen. Et un blanc, quelqu'un qui soit d'Europe, d'un pays voisin, c'est ça. Et là les Britanniques, ils font une distinction, justement. Ouais, ouais, ouais. Euh, et donc, alors évidemment, et donc autour de Londres, enfin, tu as Londres avec des quartiers qui sont très différents, hein, c'est des quartiers africains, des quartiers d'Indiens, ou des Pakistanais, et puis tu as les environs de Londres qui sont peuplés de la plupart du temps ce sont des villages peuplés de blancs bourgeois qui votent, enfin qui sont cosmopolites, hein, qui votent centre-droit, centre-gauche, qui votent Labour ou Lib Dem, qui votent même plus conservateur. Et puis ensuite, tu as le reste, le nord de l'Angleterre, où c'est probable, où c'est là probablement qu'il y a le mouvement mouvement de protestation contre le changement démographique qui a lieu en Angleterre en ce moment. Très fort, hein, très très fort. En Angleterre, c'était depuis sous Boris Johnson, c'était 1 million, le solde migratoire positif, c'était 1 million par an. Donc 1 million de nouveaux étrangers qui arrivaient chaque année. Pas seulement les petits bateaux qui traversent de Calais à Douvres, hein, mais des Africains, des Indiens, des Chinois qui arrivaient avec des visas d'étudiants. Alors, visa d'étudiant te permettait de faire venir toute ta famille. Et donc, tu avais un étudiant et puis tu avais 15 personnes qui arrivaient avec lui, quoi. C'était ça. Donc il y a eu un ras-le-bol politique sur ce point-là, sur l'immigration en Angleterre, qui est très fort, au point que, la semaine dernière, Nigel Farage, donc, qui est l'opposant, enfin probable futur Premier ministre, donc à la tête du parti Reform, qui est un parti populiste, anti-immigration, mais qui n'avait pas du tout l'intention de faire des expulsions massives. Donc, mass deportation, le mot déportation en français sonne mal, mais en anglais il est utilisé pour parler d'expulsion d'étrangers, d'illégaux surtout, et puis ensuite je pense qu'il faut passer au non-assimilé, mais ça c'est encore autre chose. Et ben il n'avait pas ça dans son programme, et là depuis la semaine dernière, la pression politique est quand même assez forte, et il a décidé d'annoncer ça, de mettre ça dans son programme. Donc c'est vraiment un basculement très fort, y compris chez un Nigel Farage qui n'est pas du tout un extrême. Hein. Nigel Farage ne serre pas la main aux gens de l'AfD, tout comme Marine Le Pen ne serre pas la main, n'est pas allié au Parlement européen avec. Enfin, le RN plutôt n'est pas allié avec l'AfD. Donc l'AfD, le parti allemand populiste, est beaucoup plus à droite, si je puis dire, en tout cas beaucoup plus radical que les représentants français ou anglais à qui on les assimilerait volontiers. Ben là, maintenant, il faudrait d'ailleurs qu'on fasse peut-être un jour une petite émission sur la façon dont l'Allemagne, ce qui se passe en Allemagne en ce moment, c'est terrifiant pour les libertés, je parle, la politique en particulier. Mais d'ailleurs en Angleterre aussi, parce que enfin, je sais pas quelle est ça, mais ouais, attends, si tu veux avoir une idée, en Allemagne, là je disais encore tout à l'heure, il y a un candidat à une mairie qui n'a pas eu le droit de se présenter parce qu'il aime bien Tolkien et qu'il est en faveur de leur immigration. C'est comme en Iran maintenant, l'Allemagne c'est comme en Iran, c'est-à-dire que tu sélectionnes les candidats a priori sur leurs opinions. Et lorsqu'ils n'ont pas les opinions qui vont bien, eh bien ils n'ont pas le droit de se présenter.
Ah oui, Et donc en fait, c'est ça l'Allemagne en ce donc moment. c'est un Ah, peu... En ouais. Angleterre, oui, en Angleterre, en France, il n'y a pas ça. Hein. T'as pas de tri. Ouais. T'as un tri. Bon, tu peux avoir une guérilla judiciaire qui est faite contre les opposants en France, en Angleterre aussi, mais c'est pas sur leurs opinions a priori qui sont disqualifiées. Toutes les opinions peuvent être représentées. Le mouvement des drapeaux d'Angleterre, donc le drapeau blanc avec la croix rouge, la croix de Saint-Georges, donc le drapeau de l'Angleterre et pas du Royaume-Uni, qu'on voit un peu là sur Twitter, à mon avis, ça doit être un phénomène assez marginal et limité à mon avis au nord de l'Angleterre où il y a justement les bastions les plus nationalistes qui s'expriment. Mais Et je pense que c'est non seulement, en fait, c'est non seulement nationaliste, mais c'est aussi les gens plus pauvres et donc qui sont aussi un peu forcés justement de vivre avec ces ah oui, bien immigrés, sûr. contrairement justement Au sud de aux gens l'Angleterre, du sud. c'est ça, c'est ça, tout à fait. C'est eux dont les filles ont été violées en masse dans les villes populaires. Enfin, je savais, à Oxford aussi, il y a eu des viols de masse par les Pakistanais. Et bien, dans le nord de l'Angleterre, c'est pareil aussi. C'est un grand désespoir. Et il y a des scènes inquiétantes en Angleterre en ce moment parce que je voyais hier des vidéos où tu as des groupes d'une centaine de Pakistanais ou de musulmans qui marchent dans les rues tous ensemble et qui vont intimider euh, les, euh, les Anglais qui manifestent contre l'implantation d'hôtels, de migrants dans des hôtels ou qui Ah se oui. mettent à accrocher des drapeaux. Il y en a un, je vois une vidéo, un mec qui s'est pris un cocktail Molotov pendant qu'il était en train d'accrocher un drapeau de la part d'un musulman. Il y a des scènes de tension. Je ne vais pas dire guerre civile, hein, je fais comme Renaud Camus. Hein. Renaud Camus, il refuse le terme de guerre civile pour il a raison, je trouve, pour désigner les tensions et les conflits qui sont en train d'arriver entre populations immigrées et populations autochtones européennes. Parce que pour qu'il y ait une guerre civile, il faut qu'il y ait une communauté, une société. Et il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de communauté sociale entre Mhm. les populations immigrées et les populations autochtones européennes. C'est pas la même société, c'est pas le même groupe, ils n'ont pas d'histoire commune. Et donc c'est pas une guerre civile, c'est une guerre. Enfin, s'il y a des conflits qui arrivent, lorsqu'il commence à avoir des bagarres, ce sont des scènes de tension, de violence. Euh, euh, il faut trouver un mot, hein, mais en tout cas, c'est pas une guerre civile. C'est pas Une guerre des francs. entre civils. Une guerre entre civils. Voilà, donc je sais pas, je me méfie de ces mouvements. C'est un peu comme les gilets jaunes, tu sais, c'est des trucs qui apparaissent et qui disparaissent. Mais cela dit, ça finit par se traduire dans les urnes. Hein. Mhm. En tout cas, en Angleterre, c'est super. Et alors, au sujet justement un peu de guerre, moi ce qui m'a marqué cet été, c'est vraiment le changement d'ambiance sur Israël en fait, voilà, le changement de... J'ai l'impression qu'il y a, en tout cas aux États-Unis, il y a vraiment un désamour et puis un changement de position sur comment est-ce qu'on perçoit en fait Israël et puis le rôle qu'ils ont joué depuis longtemps. Est-ce que c'est quelque chose que toi aussi tu as observé un peu ailleurs ou je Je pense déjeunais notamment en France. dimanche. Oui. Ouais, dimanche, je déjeunais avec des copains, un couple de copains, des bourgeois qui habitent dans le Nord, enfin ils sont pas du Nord, mais et ils avaient effectivement des mots très durs contre l'occupation, contre la guerre à Gaza. Euh, euh, et ça m'a étonné d'ailleurs euh, que des gens, tu vois, genre macronistes, quoi, hein, tu vois, ce genre d'électorat-là, s'expriment comme ça à propos d'Israël. Et ça me fait d'ailleurs, je fais l'association tout de suite avec la position politique, position diplomatique prise par Macron, annonçant qu'il allait reconnaître l'État d'Israël, l'État palestinien, à la prochaine Assemblée générale de l'ONU, là, à l'automne. Euh,
Oui, peut-être, dans certains milieux ça change, mais je crois que quand tu regardes les sondages, les gens s'en foutent. Pardon, les gens se moquent, Mhm. ne prêtent pas du tout attention très peu attention dans les sondages. Une grande majorité des personnes interrogées qui répondent, en France en tout cas, qui répondent que oui, le conflit entre Israël et Gaza et le Hamas, ouais, ils s'en fichent un peu, quoi. C'est pas du tout c'est pas leur sujet. Euh, c'est- c'est J'ai écouté l'interview de Netanyahou par les deux compères du podcast sur YouTube qui s'appelle Trigonometry avec un Y. Tu les connais pas, c'est Mhm. là Euh, oui, Constantin Kizine et puis l'autre dont le nom j'ai pas m'échappe. écouté cette émission. Tu as pas écouté, moi, ils interrogent pendant 45 minutes Netanyahou, c'est très intéressant à écouter, hein. Franchement, c'est un sacré personnage, hein. Et donc, moi, sur ce qui se passe ce qui se passe à Gaza, bon, je suis pas israélien, je suis pas palestinien, donc a priori, c'est pas ma guerre. J'ai pas de position, mais la réflexion que je me fais sur ce conflit, c'est que le tragique dans l'histoire, enfin, disons, le cours normal de l'histoire réapparaît. Euh, et c'est réapparu en Ukraine, c'est réapparu à nos portes, hein, et c'est finalement le cours Déjà que les normal de frontières sont pas l'histoire. fixes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Les frontières ne sont pas fixes dans l'histoire. Il y a pas de, c'est pas gravé dans le marbre. Euh, les, euh, les révolutions violentes sont quelque chose qui arrive régulièrement, qui arrivera. Euh, il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, euh, imagine que tu es allemand en 1910, au début du XXe siècle, tu vois, tu es un Allemand. Mhm. Mais tu es dans le pays le plus extraordinaire, qui croît le plus avec les inventions, les savants, les artistes, l'industrie, la Oui. puissance, la paix. Et est-ce que tu peux t'attendre à ce que dans les 40 années qui suivent, il va y avoir l'apocalypse qui va s'abattre sur ton pays? Bon, bah, ça, c'est l'histoire. Et est-ce que les Gazaouis ont un droit éternel et inaliénable à rester sur leur terre, à cet endroit-là? Bah non, hein, il n'y a pas de guerre légale, il n'y a pas de guerre, il y a pas de guerre juridiquement légale, ça n'a aucun sens. La guerre, c'est la guerre. Et que les Gazaouis doivent un jour dégager de la bande de Gaza, ça pourra arriver, je le déplore, Mhm. euh, parce que ça ne se fera pas sans violence. C'est pas les plans du gouvernement israélien d'ailleurs, hein. Netanyahou, j'étais surpris d'ailleurs, mais Netanyahou disait dans une interview là, qu'il donnait la semaine dernière à ces deux gars qu'il n'avait pas du tout le plan ni de remettre des colonies à Gaza, ni d'évacuer la bande de Gaza, de vider la bande de Gaza de ses habitants. Euh, Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il le fasse, et ça me choquerait pas qu'il le fasse. Enfin, choquerait, c'était au sens où ça a toujours existé dans l'histoire. C'est très malheureux, mais ça a toujours existé. Et donc, il faut savoir s'y préparer. Euh, je répète tout le temps, en 1962, il y a 1 million d'Européens qui étaient installés en Algérie, qui ont dû partir, faire leurs valises, tout abandonner, et rentrer en France. 1 million. Bon, bah, bande de Gaza, c'est 1 ou 2 millions d'habitants, 1,5 million, je crois, ou 2 millions. Bon, bah, c'est tout à fait, je sais pas où ils iront, hein, pas moi qui dois organiser ça, j'ai pas la solution. Mais ça arrive régulièrement. C'est arrivé au XXe siècle plein de fois. Combien il y a eu d'Allemands qui ont dû quitter les territoires qui aujourd'hui sont polonais, mais qui étaient la Oui. Prusse, la Silésie, euh, au XXe siècle, après la guerre la Deuxième Guerre mondiale. Je crois que c'est 5 millions, hein. 5 millions d'Allemands qui ont été expulsés de terres où ils étaient installés depuis des centaines d'années, depuis 1000 ans. Eh ben, ils ont dû dégager. Bah oui, bah, ça arrive, hein, dans l'histoire. Et, euh, et ils se sont réinstallés chez eux, avec un petit peu de nostalgie parfois. J'ai découvert ça l'autre jour. Euh,
Mais ils sont installés dans un nouvel endroit, en Allemagne. Alors, où les Palestiniens doivent dire, oui, les Palestiniens, ils n'ont pas de pays. Les Israéliens, ils vont dire que la Jordanie, c'est le territoire donné aux Palestiniens, pour les Palestiniens. Mais en fait, ça c'est vraiment, ça c'est quelque chose justement que je viens de découvrir que je n'avais absolument jamais réalisé. Je sais pas pourquoi j'avais jamais vraiment compris ça, mais effectivement la Jordanie est un pays extrêmement nouveau. Enfin, en fait, c'est pas attaché à un peuple en fait, c'est attaché à un endroit par opposition à l'Irak. Enfin, je fais un peu des suppositions. Je sais pas si je suis certain de ce dont je parle, mais ou la Syrie qui est plus ils représentent les Jordaniens, en fait, sont des Palestiniens, simplement de l'autre côté du Jourdain. Et donc, c'est en fait un État Alors, pas la palestinien de famille, fait. pas la famille Pas la royale, f- hein, Oui, mais mais de fait, c'est 60% de la oui, population qui plus sont 80, palestiniens. 80. Alors, je crois que j'ai regardé, c'était pas tant que ça, parce qu'il y a en fait, il y avait des espèces de peuples arabes sur ce territoire-là, mais globalement, c'est en fait un État palestinien. Et donc, de fait, moi, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils n'arrivent pas à s'entendre et à récupérer l'autre côté, donc la Cisjordanie de l'autre côté du Jourdain? Ça, il doit y avoir plein de raisons, mais c'est vrai que ça paraît être assez logique de regrouper tous ces gens ensemble, puisque ce sont tous essentiellement des Palestiniens. Non, 45%, pardon. 45% de la population jordanienne est palestinienne. Ouais. Mais c'est le plus grand groupe, hein, c'est juste. De loin, ouais. Et donc, oui, ça me paraîtrait effectivement un bon, un compromis. Je suppose que les Jordaniens ne le Ah, veulent mais ils en veulent pas. pas, bien sûr, évidemment, ils en veulent pas, mais personne, aucun pays arabe ne veut des Palestiniens. Oui, Ils mais sont, ils sont impossibles, c'est ils sont assez, impossibles. c'est assez paradoxal, puisque même son Palestinien, les Jordaniens, j'ai du mal à saisir en fait. Ah ouais, mais bon, je sais pas trop ce que ça signifie d'être palestinien quand t'habites en Jordanie aujourd'hui ou au Liban depuis si longtemps. Oui. Mais enfin voilà, tout ça pour dire que euh, il faut pas se scandaliser, il faut pas s'en étonner. C'est le cours habituel de l'histoire. Et Mhm. qu'il ait été suspendu depuis 1945, et encore avec des exceptions, hein, euh, et que en Europe on soit habitué, en Occident on soit habitué à vivre dans une paix, un confort, une stabilité juridique, on râle sur tel ou tel truc. Enfin bon, on part toujours en vacances, on a toujours du chauffage et de l'électricité, Mhm. les trains roulent, les autoroutes sont entretenues. Enfin bref, euh, c'est euh, c'est une exception, c'est pas la norme. Et peut-être que, tout comme on ne pouvait pas soupçonner en 1910 que l'Allemagne connaîtrait une apocalypse 40 ans plus tard, bah peut-être qu'il va y avoir une atroce guerre civile je sais pas, dans un coin très calme, en Belgique. Peut-être qu'il va y avoir une atroce guerre civile en Belgique Mhm. dans les 50 années à venir, dans les 50 prochaines années. Il y a des tas de raisons qu'il y ait une guerre civile terrible en Belgique. Déjà les Flamands et les Wallons, mais en plus les populations musulmanes qui sont très importantes dans des villes comme Anvers, Bruxelles ou certains coins de Wallonie. Euh, voilà, c'est tout à fait. Ou en France, ou en Angleterre, comme on le. Et ça a été comme ça très souvent depuis des milliers En fait, d'années, je pense centaines d'années. une des distinctions, et quand je disais que, comment dire, le comportement d'Israël commençait à agacer pas mal d'Américains, je fais référence à cette émission que je t'ai envoyée de Tucker Carlson avec une sœur Ah oui, je l'ai orthodoxe pas écouté. américaine Je l'ai pas écouté. raconte depuis des décennies en fait comment la Cisjordanie se fait grignoter. Et puis le fait que souvent en fait on décrit Israël comme s'en prenant aux musulmans, mais en fait ultimement ils s'en prennent beaucoup aux chrétiens, et les Américains étant chrétiens euh, et finançant largement Israël, ils se rendent compte que finalement leur argent sert à des gens qui vont ensuite comment dire, rendre la vie impossible aux chrétiens. Et donc elle appuyait sur ce point-là.
Et parmi les autres cas, les autres exemples, les autres régions que tu as citées, c'est vrai qu'il n'y en a pas tellement qui sont financées si fortement pour leur défense, comme l'est justement Israël, comme Israël dépend des États-Unis en fait. Et c'est peut-être ça aussi qui est susceptible de faire bouger les choses en fait. Ah oui, c'est ça que Je- j'ai en tête. ouais. Et parce que, enfin, je sais pas d'ailleurs à quel point c'est vrai, mais je pense que beaucoup d'Américains ont l'impression de financer Israël. Euh, et bon, en tout cas, le matériel militaire est certainement américain, bon, en bonne partie, mais peut-être aussi même les financements, un peu comme avec l'Ukraine. Et, et si l'opinion change et commence à dire, bah non, en fait, nous, on ne veut plus faire ça, ça m'étonnerait que ça continue, en fait, hein. Et c'est ça qui, pour moi, est un thème un peu nouveau. Oh, tu sais, il y a tellement de sujets sur lesquels les populations n'ont absolument pas envie que telle ou telle action soit menée. Et puis elles Mhm. sont quand même menées Ouais. parce qu'il y a des intérêts qui sont bien supérieurs et qui échappent complètement, qui ne sont pas contrôlés. Euh, ouais, ça me paraît très peu vraisemblable euh, que que le gouvernement américain change de position sur le soutien à Israël, hein. Euh, et puis bon, ouais. Euh, ouais pour moi, Israël, c'est une colonie occidentale enfin, ça l'était, c'est un peu en train de changer, mais c'est une colonie occidentale c'est une sorte d'État latin des croisades. C'est un peu pareil. Oui. Et, et, euh, et à ce titre, ben, j'ai pas mal de. Alors, j'ai plus de sympathie pour les Israéliens, surtout quand ils font l'objet d'un pogrom de la part du Hamas, euh, aussi massif que ce qui est arrivé le 7 octobre 2023, et que Israël en a désormais un ras-le-bol et qu'il décide de les écrabouiller une fois pour toutes. Enfin, et encore une fois pour toutes, ça signifierait de les expulser hein, en masse hein, pour déplacer le problème. Alors, on va les envoyer ailleurs. Et puis c'est le moment aussi, ou alors peut-être qu'ils comptent aussi sur le fait que dans l'histoire, tu es capable une victoire militaire, ça existe. Une solution militaire, ça existe. Mhm. Donc tu es capable de, si fermement tu occupes Gaza et que de façon ferme tu réprimes les soulèvements, tu pourchasses les combattants, tu mets fin à leurs infrastructures, il y a un moment, ça a failli arriver en Afghanistan, hein, où les populations se soumettent. Hein. Les populations disent, bon bah, moi j'ai envie de me manger, travailler, élever mes enfants, et que je puisse vivre ma vie de tous les jours. Bah, si ça veut dire composer avec des soldats israéliens que j'aime pas beaucoup, mais de toute façon c'est les plus forts, bah, je vais composer avec. Mhm. Ce qui est arrivé longtemps dans la bande, enfin en Cisjordanie, jusqu'en 2001, jusqu'à la deuxième intifada, où finalement les Palestiniens allaient travailler en Israël, il y avait il y avait une occupation militaire, un gouvernement militaire en Cisjordanie, et c'était quand même plus pacifique que ce qui s'est passé après. Il y a moins de corruption aussi. Enfin, il y a un dernier point que j'avais entendu, une idée que je partage. Euh, Y a-t-il un argument moral en faveur de la création d'un État de Palestine? Quand je dis moral, je ne parle pas de leur droit à avoir un État, je ne parle pas de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, etc. Non, je dis, pour les Palestiniens eux-mêmes, ce serait bien d'avoir un État? Eh bien, c'est-à-dire un nouvel État arabe. Eh bien, si on regarde comment les États arabes fonctionnent aujourd'hui, eh ben, moi je pense qu'il n'y a pas d'argument moral en faveur de la création d'un nouvel État arabe qui s'appellerait la Palestine. Parce que les États arabes ont un problème fondamental et qui est dans tous les pays arabes, qui est la légitimité de l'État. Et qu'est-ce que c'est que l'État? Qu'est-ce que c'est qu'un État qui n'est pas religieux en islam?
Le résultat, c'est une violence très importante, ce sont des libertés enfin, très, très réduites pour les populations. C'est une corruption épouvantable, c'est un sous-développement, c'est du clientélisme, du tribalisme parfois, parce qu'évidemment, ce qu'on ignore, hein, c'est que les Palestiniens sont divisés en tribus. Hein. Tu as certes les Bédouins, qui ne sont pas les Palestiniens, tout à fait, mais tu as également au sein des Palestiniens des diverses tribus qui se tapent sur la tête. Hein. Et donc, il y a je ne vois pas quel est l'argument moral aujourd'hui en faveur de la création d'un nouvel État arabe, vu la situation des États arabes existants. Et je ne me parle pas des États du Golfe, hein, parce que ce sont des États qui sont tout aussi dysfonctionnels. Hein. Il y a pas de, ils reposent sur une population immigrée de 90%, qui n'ont aucun droit, qui ne peuvent même pas acheter de terre ou d'appartement, ou en tout cas de façon très réduite. Elle ne marche pas, ces États ne marchent pas. Ces États il n'y a pas d'élection, les transitions du pouvoir se font. Les problèmes politiques sont réglés par une toute petite clique et pas par du débat. Alors ça marche un peu. C'est-à-dire que c'est évidemment ça, c'est clair que c'est pas démocratique. Après, est-ce que ça fonctionne pas Là, il y ça a quand même fonctionne nettement moins bien. il y a quand même une certaine stabilité, quoi. Et une certaine sécurité. Enfin, bon, je parle particulièrement des États du Golfe, parce que les autres. Ouais, les États du Golfe, mais ça ne représente rien, même en pourcentage de la population du monde arabe. Regarde l'Égypte, parlons des grands pays, l'Égypte, la Syrie, la Turquie n'est pas arabe, euh, la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, L'Irak. le Soudan, l'Irak, l'Arabie Saoudite c'est compliqué, le Yémen. Enfin, ces pays, ces États, ce sont des failed states, hein, ce sont des États qui ont failli partout, partout. Et bah ouais, tu veux faire un nouvel État du même genre, bon, bah, ok, très bien, mais c'est toi qui. Moi, je m'en occupe pas, hein, et je donne pas un sou. Hein. Les empires, euh, ce sont des choses qui ont. Enfin, tu vois, on a tendance à regarder l'État-nation comme le mode ultime, la fin de l'histoire, le mode ultime Mhm. de fonctionnement, d'organisation des groupes humains. Ben, je sais pas, ça fait pas longtemps qu'il existe les États-nations, hein, et avant c'était les empires. Hein. L'empire est Bah, quelque chose avant qui tout est. ça, c'était l'Empire ottoman, c'est ça? Ouais, mais il y a eu l'Empire Euh, ottoman, il y a eu l'Empire romain, il y a eu les empires, l'Empire espagnol, les empires coloniaux, les empires du 19e siècle, du 20e siècle. Il y a eu, puis dans les autres pays du monde, la Russie est un empire, la Chine est un empire, l'Inde est un empire. C'est-à-dire des organisations politiques qui ne reposent pas sur une nation homogène. Euh, Même la Perse, même l'Iran aujourd'hui, tu sais, en Iran, il n'y a que 50% de Perses. Le mhm. reste, c'est des Azéris, des Arméniens, des Kurdes, quelques Arabes, et puis d'autres, des Balouches. Euh, et donc l'Empire, et donc si Israël domine les Palestiniens, bah, il y a une sorte de petit empire juif. Et bah, est-ce que c'est moins bien qu'un État-nation dans la mesure où les États-nations arabes ne fonctionnent pas ou n'existent pas. Euh, il faut poser la question. Hein. Il ne pas se fermer, faut pas se fermer et se bloquer sur des formules qui datent de 1947, qui sont complètement dépassées et qui ne règlent pas le problème. Hein. Voilà, that's my take on. Mhm. Je suis assez. Enfin, fondamentalement, ce que tu disais originellement, qui est finalement, c'est pas vraiment mon problème, ça reste quand même ma position de base. Et je suis pas. Là où je diffère peut-être un peu de ce que tu dis, c'est que c'est extrêmement difficile pour moi de comprendre comment fonctionne au juste l'État d'Israël et à quel point ça serait ressemblant justement à un État qui serait créé par la France, la Grande-Bretagne, enfin,
une colonie qui serait créée par la France, la Grande-Bretagne ou un autre Attends, grand pays je comme comprends ça. pas. Tu ne vois pas comment ça l'est? Non, je ne suis pas certain que le fonctionnement est semblable à ce que Ah bah si, aux bien sûr. colonies en fait qui ont été créées. Sur la manière est- dont est géré le pays et dont on incorpore les populations qui étaient déjà sur place en fait. C'est-à-dire que Bah, ça l'est de façon. Alors, la France en Algérie, enfin l'Algérie française, euh, n'était, enfin, très difficile de savoir si la France avait pour projet en Algérie quelque chose d'assez semblable à ce que Israël fait ah non, les projets sont en différents. Palestine. Et Non, non, bien sûr, c'est bien sûr. là où je ne sais pas si c'est exactement le même type de colonisation ce qui serait fait par Non, non, non. un autre pays occidental. C'est ça que je veux dire. Oh, non, non. Là où il y a un rapport avec un modèle occidental, c'est dans l'invention de la nation israélienne. Il y a eu Mhm. un projet idéologique qui a forgé ce qui n'était, qui a amalgamé et fait fusionner des communautés qui étaient culturellement très diverses. Pardon, même, évidemment les Ashkénazes et les Séfarades, les Juifs qui venaient des peuples, des pays arabes, du monde arabe ou du Moyen-Orient en général. Euh, Parlons même pas des falachas, des Juifs noirs qui viennent d'Éthiopie. Euh, il y a eu une espèce de melting pot très occidentale, hein, où on a amalgamé dans une histoire nationale inventée, enfin largement inventée, des populations très différentes, ce qui s'est fait en France. Hein. On a amalgamé des Basques, des Flamands, des Corses, des Provençaux, des Occitans, des Bretons, des Alsaciens. Mais est-ce que Euh, c'est faux de dire que ça reste quand même essentiellement sur le modèle ashkénaze? Parce que rien que le fait de parler hébreu, c'est une invention ashkénaze en ouais, fait. oui, 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 oui. Donc, Bah oui, parce que les théoriciens du sionisme étaient des Ashkénazes. Enfin, les Ashkénazes, c'était des juifs allemands même, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que des Ashkénazes. Et ils ont voulu reproduire le génie allemand, juif allemand, dans un pays particulier pour le propager, l'enrichir. Puis ensuite, évidemment, ils se sont mélangés, enfin, ils ont rajouté des tas d'autres peuples dont les cultures étaient très différentes, les Ashkénazes du shtetl, donc qui n'étaient pas les mêmes que les shtetl, c'est-à-dire les juifs d'Europe orientale, de Russie, de Pologne, les juifs, les séfarades de Grèce, enfin, d'Afrique du Nord, euh, les Misraïm d'Égypte, les Yéménites, les Kurdes irakiens, les juifs persans, enfin, les juifs du Caucase, qui étaient tous très, très différents et qui avaient effectivement dont le projet juif allemand sioniste original auquel ce projet était étranger. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est une crise, je pense, dans la société israélienne, de trouver un sens. Est-ce qu'on peut baser faire un État religieux basé sur la religion? Le sionisme n'était pas un projet religieux. Le non. sionisme, c'était un projet nationaliste à la Renan ou enfin, tu vois, comme au XIXe siècle, on avait des projets nationalistes en Europe. C'est pas le cas aujourd'hui en Israël. Je disais quelque chose là-dessus justement. C'est compliqué. Hein. Ils savent pas trop sur quoi fonder leur nation si c'est pas sur l'espèce de socialisme un peu nationaliste, enfin socialisme nationaliste, qui était et je fais pas de jeu de mots avec le nazisme, hein, qui était le projet sioniste au départ. C'est-à-dire, euh, voilà, t'es juif, ben, tu fais partie de la nation israélienne, tu as un passeport israélien, tu te mets à parler une langue qu'on invente, qu'on essaie de restaurer, qui est l'hébreu moderne, qui n'est pas l'hébreu biblique, pas tout à fait, enfin, il se rapproche, mais c'est pas Ça, tout je à trouve fait le ça quand même. même très très fort d'avoir créé ça, que c'est pris surtout.
Ouais, ouais, on a Parce que inventé une langue, hein. c'est d'ailleurs amusant, parce que je crois que c'est à peu près au même moment que l'espéranto a été inventé aussi par un juif dans l'est de la Pologne. Et évidemment, ça n'a pas du tout pris pour le coup. Avec, et surtout, je trouve ce qui est très frappant avec l'hébreu, c'est avec cet accent vraiment unique enfin, qu'on retrouve peut-être en yiddish. Je parle pas le yiddish, mais c'est tu un, en anglais. Enfin, quand un Israélien parle anglais, il a un accent vraiment unique, alors qu'on pourrait se dire que si c'est une langue moderne, en plus qui est parlée par des gens qui a priori ne parlaient pas hébreu, ça pourrait être calqué sur d'autres langues en fait. Mais non, c'est assez marquant, je trouve, très original. Ah ouais, c'est curieux, hein. Euh, Enfin bon, pourquoi est-ce qu'on disait tout ça? Parce que, Ah oui, en quoi ça ressemble à une colonie en européenne? fait, Ça, le projet fondamental ouais, est bah, différent. ça l'est parce que c'est basé sur la démocratie, sur l'état de droit, sur l'état-nation, sur un développement économique spectaculaire. Et c'est pas alors oui, ils reçoivent de l'aide américaine, mais bon, là je disais justement, depuis 1946, Israël a reçu, de 1946 à 2023, Israël a reçu environ 260 milliards de dollars américains, En tout, selon un rapport, ouais, en tout, selon un rapport du Congrès. ça me 260 paraît. milliards de dollars, ben non, c'est pas grand-chose. Là, il y a un programme d'aide qui avait été annoncé par Biden 2020, euh, 2017-2028. Non, c'est Obama, pardon. 2017-2028, 38 milliards d'aides militaires pour Israël. En 10 ans, ouais, ça Non, fait. enfin, C'est je sais pas pas, je énorme. sais Enfin, plus combien on a donné c'est- à l'Ukraine, mais ça paraît être un autre Bah, oui, c'est ça, plus oui, c'est rapide. ça, par rapport aux centaines de milliards que reçoit l'Ukraine, c'est pas grand-chose, hein. Hmm. Donc le miracle économique israélien, il est dû aux Israéliens, pas aux Américains, c'est pas l'aide américaine, quoi. Hmm. Bon, ouais. Ouais, ouais. Oh là là. Non, en fait, la seule remarque que je me faisais, c'était plutôt que euh, j'ai du mal à comprendre la place qu'il y a pour quelqu'un qui serait pas juif en Israël, en fait, pour une Ah bah oui, population qui est déjà là. Et bah, est-ce qu'il y a il y a un programme 20%, d'assimilation parce que finalement, c'était aussi un peu comme ça que fonctionnaient les colonies occidentales. C'était que tout le écoute, temps, on essayait de les faire devenir français, quoi. il y a 20% d'Arabes israéliens en Israël, entre 20 et 25%. Et qui ont le passeport israélien. Et je me souviens d'avoir visité euh, les monastères des météores en Grèce. Il y avait une Israélienne arabe qui était dans les visiteurs, là. Donc ce sont des... Il y a d'autres populations, mais elles ne sont pas assimilées, elles deviennent pas juives. Elles parlent hébreu, elles font pas leur service militaire. Alors il y a la petite minorité druze, hein, qui fait son service militaire, enfin qui est en fait dans le corps des gardes frontières, euh, mais qui n'est pas juive, qui n'est pas arabe palestinienne non plus. Donc il y a des minorités qui vivent, en tout cas qui sont intégrées, on ne va pas dire qu'ils sont Ah oui, assimilés, tout mais de qui sont même. intégrés dans l'État israélien, dans l'État d'Israël. Donc il y a de la place, juridiquement, symboliquement et réellement pour une très grosse minorité, hein, 20%, c'est beaucoup. Oui, non, effectivement, c'est pas négligeable ça. Très bien. Je te Bon, remercie beaucoup. je te parlais de la grande traversée des Alpes une autre fois. Absolument. D'accord. Très volontiers. Bonne soirée. Salut. Et salut, merci.